Bon, je pense qu'on peut commencer. Juste, je vais lancer quelques consignes techniques et puis on peut commencer. Est-ce que nos intervenants, modératrices sont prêts? Oui, parfaitement. Ok, super. Alors, je réitère mes sincères excuses pour ce léger retard et bonjour et bienvenue à tous à cette première conférence débat de cette 6e édition du Salon RSE. Notre thème aujourd'hui est, notre premier thème, je dirais, est du mécénat aux investissements sociaux stratégiques. Nous avons l'honneur d'avoir Madame Winifred Fitzgerald de Ambadvi aujourd'hui en tant que modératrice de cette session. Nous avons également Madame Fanny de la DHL, Monsieur Marc du GEFP et Monsieur Luc de Relais Cairns. Nous avons également Angie de SMS Consulting qui vient de nous rejoindre, qui fera donc partie de nos intervenants pour cette session. Pour quelques consignes techniques, donc pour bien garder la fluidité entre les échanges, nous invitons les participants à bien garder caméra et micro éteints. Et puis laisser la parole à chacun de nos intervenants pour poser des questions ou faire des remarques. Chaque participant est invité à utiliser la chat box pour nous écrire et Winifred et moi releverons ces questions-là. Je pense avoir fait le tour et puis Winifred, à toi la parole alors. Okay, merci Karine. Bonjour tout le monde. Et je m'appelle Winifred Fitzgerald et je suis la conseillère senior pour relations gouvernementales et externes dans le développement durable à Batoury. C'est un plaisir pour moi d'être modératrice de la conférence débat ce matin qui va focaliser sur le thème du mécénat aux investissements stratégiques. Je voudrais remercier particulièrement les organisateurs du salon pour tous leurs efforts de préparer et planifier l'événement en général et pour l'invitation pour moi de me joindre à cette session en particulier. Les objectifs de notre conférence ce matin consistent à discuter de la différence entre le mécénat des actions sociales et leurs évolutions vers les investissements communautaires stratégiques des entreprises, d'échanger un peu sur les motivations et sur l'évolution de la démarche mécénat vers les investissements communautaires stratégiques des entreprises. Et pour nous aider dans ces discussions, nous avons 3 intervenants ce matin qui vont présenter leur stratégie de leurs entreprises respectives. Le premier intervenant sera Marc Boulnois, qui est en poste ici à Madagascar depuis 2019 dans une entreprise textile en tant que directeur administratif et financier. Il préside la Commission environnement et développement durable du GEFP, qui est le groupement des entreprises franches et partenaires. Le deuxième intervenant sera Madame Faneva Raharimanantsua, qui travaille pour la compagnie internationale Deutsche Post DHL Group depuis 2017. Elle est actuellement le manager de leur programme Go Teach pour toute l'Afrique, 22 pays, et la RSE de DHL International Madagascar. Et à partir du mois prochain, elle va s'occuper de tous les programmes sociaux de DHL pour tout le continent africain. Et puis, le troisième intervenant est Luc Ronsin, qui est basé à Fianarantsoa et est à Madagascar depuis 16 ans. Il travaille avec l'entreprise sociale et solidaire, le Relais Karenji ou Relais Madagascar, qui fait partie du groupe Le Relais. Le groupe est aussi présent en France, au Portugal, à Burkina Faso et au Sénégal. Le déroulement, comme Karine a mentionné, le déroulement de la session est ainsi. Après cette petite introduction, chaque intervenant fera sa présentation
d'à peu près 10 minutes avec quelques échanges, discussions, peut-être des questions de clarification. Je vais inviter Andrew Rakotumanjaka de SMS Consulting de partager ses commentaires, ses réactions sur le thème abordé pendant la conférence. Et puis, on va ouvrir la session pour des questions et réponses avec les groupes présents. Et comme Karine a mentionné, vos questions, commentaires, remarques peuvent être dans le chat box, s'il vous plaît. Et encore une fois, pour les raisons logistiques et techniques, nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, de mettre votre micro sur mute et d'éteindre votre caméra pour alléger un peu les systèmes. Donc, je voudrais demander à notre premier intervenant, Marc Boulnois, s'il vous plaît, Marc, de partager vos expériences du GEFP, s'il vous plaît. Oui, je suis à vous. Je relançais mon PowerPoint. Donc, Marc Boulnois, je préside à la direction je préside la commission environnement et développement durable du GEFP, qui est donc le groupement des entreprises franches et partenaires. Donc, je vais vous présenter à la fois quelques actions du GFP, et puis à partir de là, on pourra échanger. Donc, je vais échanger, voir si j'arrive à partager l'écran. Voilà. Et voilà. Normalement, ça doit être bon. C'est bon, vous voyez l'écran? C'est en cours de s'afficher. Là, c'est bon. OK. Donc, peut-être une brève présentation de ce qu'est le GFP. J'essaie de faire avancer le PowerPoint en parallèle. Donc, le GFP, c'est un groupement d'entreprises qui est créé en 1998 suite à la création du statut des zones franches. Le statut des zones franches a spécifié qu'elle s'intéresse aux entreprises qui exportent 95% de leur production et a pour but, principalement pour Madagascar, de faire rentrer des devises étrangères sur le territoire et dans les comptes de la nation et de créer des emplois. On regroupe principalement des entreprises du secteur textile, du secteur agroalimentaire, des technologies de l'information et de la communication. On est une centaine de membres actuellement. Donc, le but, c'est de promouvoir les missions principales du GFP, c'est de promouvoir ces entreprises franches auprès à la fois des autorités, mais aussi auprès d'acteurs privés internationaux. De travailler avec l'État et les administrations et les institutions internationales sur l'ensemble des problématiques que l'on peut rencontrer, y compris les questions sociales et environnementales, d'arriver à avoir un regroupement de nos intérêts communs, et en particulier pour travailler avec l'administration, mais aussi les syndicats. Le GEFP est le seul, à ma connaissance aujourd'hui, groupement à avoir une grille, une convention, une grille salariale qui est co-signée avec l'ensemble des syndicats malgaches. L'idée aussi, c'est de se coordonner avec les autres groupements. En particulier, on est membre du groupement des entreprises malgaches, du GEM, mais c'est de travailler aussi avec le syndicat des industries malgaches, avec le FUNPAMA, etc. Et puis, de travailler sur l'information auprès de nos membres.
Depuis maintenant un peu plus de 6 mois, a été créée cette commission environnement et développement durable au sein du GFP. En fait, c'est né d'un besoin d'avancer sur, en particulier, nos questions liées à l'utilisation du bois de chauffe. J'y reviendrai. Et donc, on a défini un certain nombre de travail, en particulier la question de l'énergie, la question des déchets, la question des transports, en sachant qu'on est des entreprises industrielles, donc on importe un certain nombre de matières premières, d'accessoires nécessaires à notre activité, et on exporte, vu que 95% de nos marchandises à minima doivent être exportées. C'est le statut qui nous l'oblige. Donc la question des transports à Madagascar est importante. Madagascar étant une île, vous comprenez les problématiques. Et puis, on a un dernier thème de travail sur justement nos indicateurs RSE, quels sont les indicateurs qu'on utilise et comment faire progresser l'ensemble des entreprises du groupement au travers de ces outils. Alors, modestement, hein, par rapport à la thématique qui est posée ici dans la conférence, c'est de pouvoir voir comment, en fait, dans nos pratiques, on transforme petit à petit des actions qui peuvent s'apparenter au mécénat, ou on va dire des actions plus ponctuelles ou ayant moins d'impact sur les communautés, par exemple, à comment, en travaillant différemment, on rend plus stratégique et on mobilise l'ensemble des parties prenantes au travers de nos actions en matière de responsabilité. Donc je vais illustrer sur 2 exemples. Il y en a beaucoup d'autres, mais 2 exemples qui peuvent être parlants. Le premier exemple, c'est au travers du reboisement et comment nos entreprises passent ce qu'on a appelé chez nous du reboisement selfie à une véritable stratégie sur l'énergie, et donc d'englober et de regarder à l'ensemble de la problématique. Et de la même manière, sur la question du travail des enfants, j'illustrerai parce qu'on essaye modestement aussi là de mener, nous, dans notre entreprise, sur le travail des enfants et comment on passe d'une aide, on va dire, ponctuelle ou restreinte à une stratégie un peu plus élaborée. Sur la question du reboisement, donc il faut savoir que nos entreprises, en particulier les entreprises textiles, mais aussi agroalimentaires ou sur les huiles essentielles, par exemple, sont des entreprises qui consomment de l'énergie, et en particulier du bois énergie, du bois de chauffe au travers de chaudières pour faire alimenter des réseaux de chaleur, des réseaux de vapeur qui nous aident à la fois à faire de la pression pour le pressing, mais aussi du lavage, mais aussi de la teinture. Donc on est un utilisateur fort de cet outil qui est le bois, la biomasse. Une de nos difficultés jusqu'à présent, c'est que toutes les entreprises, quand on avait fait un premier recensement, il y a maintenant un peu plus d'1 an, quasi toutes les entreprises ont mené des actions liées au reboisement, mais qui étaient plus des actions, on va dire, d'affichage, ou en tout cas ce qu'on a appelé nous des reboisements selfie. C'est-à-dire qu'au moment de la campagne de reboisement, on mobilisait un certain nombre d'équipes, on faisait un certain nombre d'hectares, on prenait de belles photos, on communiquait, et ça en restait là. Et c'était déjà un premier pas, mais ce qu'on s'apercevait, c'est que quelques mois, voire années plus tard, le bois n'existait plus. Il avait été détruit par les communautés locales ou pris par les communautés locales. Il y avait eu des feux, il y avait eu des débroussailladges, etc. Il n'y avait pas de gestion pérenne de cette ressource. Mais tout le monde était assez satisfait parce qu'on avait fait notre bonne action, on va dire.
Et donc, les entreprises, au fur et à mesure, on essaye là collectivement d'avoir une réflexion beaucoup plus stratégique sur cette question à la fois du reboisement, mais plus largement de l'énergie, et donc de mener des projets qui ont plus de pérennité, qui ont plus de durabilité en matière de transition énergétique ici à Madagascar. Et donc concrètement, le premier travail qui est mené, c'est le travail sur les économies d'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, d'un travail sur un diagnostic sur la consommation, les actions en matière d'économie d'énergie dans chaque entreprise, et à partir de là, de mener un plan d'action de court terme, de moyen terme, de long terme. Donc aujourd'hui, il y a 14 entreprises qui sont mobilisées dans un programme qui est soutenu par le Royaume-Uni et qui travaille au travers de la thématique de l'économie circulaire, qui travaille sur cette thématique de l'énergie et de des économies d'énergie, et comment mettre en place un système beaucoup plus pérenne sur cette thématique-là. Le deuxième champ qu'on essaye d'avancer, c'est la question du bois énergie, et de reconnaître le bois énergie comme une énergie renouvelable. Donc, c'est bien entendu qu'il faut renouveler la ressource, et ça, c'est une question importante que l'on travaille. Et donc, ça passe par différents éléments. Alors, le premier élément, alors, qui peut paraître anecdotique, mais qui a en fait été initiateur de toute cette démarche, c'est la levée de l'interdiction du bois de chauffe pour les entreprises. C'est-à-dire que le précédent ministre de l'Environnement avait décidé d'interdire l'utilisation du bois de chauffe, en particulier du fait du trafic du bois précieux à Madagascar. Et donc, ça avait mené à un blocage, ou en tout cas une réaction des entreprises sur cette question-là. Parce que, de fait, il est hors de question de brûler des bois précieux. Des bois précieux dans nos chaudières, le coût serait trop important, et l'impact environnemental inadmissible. Et donc de bien faire la séparation, et sous engagement d'action volontariste avec le gouvernement actuel, on essaye d'avancer sur cette question-là, et de travailler sur ce qu'on appelle la gestion de boisement utile, où, alors je ne vais pas développer, mais il y a un certain nombre d'actions, il y a d'autres conférences qui vont le développer, où on mobilise des ONG, des parcs nationaux, ou des aires protégées, des communautés locales, pour faire que cette gestion du boisement soit vraiment créateur de chaînes de valeur sur nos territoires. Et donc ça, c'est un élément important. Et donc il y a des partenariats qui commencent à se mettre en place avec Tree for Life, Graines de Vie, Bond, etc., pour faire qu'on passe du reboisement selfie à un boisement utile, et avec une véritable gestion durable de ce reboisement. L'idée aussi, c'est de dire on peut trouver des alternatives au bois, et il peut y avoir un soutien d'unités de transformation. Donc, il y a un travail à partir des résidus, des déchets de bois, qui sont transformés sous forme de briquettes. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont appuyées, qui se développent, ou aussi avec le programme Prospérer sur du bambou, qui est une autre ressource, et donc une diversification de la ressource, qui est principalement aujourd'hui de l'eucalyptus et du pin, et donc d'arriver à sortir aussi de la monosylviculture, qui appauvrit les sols, qui ont des impacts environnementaux moindres, et donc d'arriver à trouver là aussi des transformations qui soient valorisantes. L'efficacité énergétique, alors ça rejoint la question des économies d'énergie, et donc un travail avec les bailleurs, avec l'appui sur des projets individuels, et puis a été évoqué, hein, la mise en place d'une fondation qui viendrait appuyer financièrement ce genre d'initiative.
Autre axe sur lequel on avance, c'est la question de la biomasse. Il y a des projets de méthanisation qui sont à l'étude et là aussi, on aimerait avancer. Et puis, la question du solaire. Nos entreprises possèdent des toitures importantes. Le soleil est une ressource énergétique renouvelable et donc se met en place un certain nombre de projets sur des centrales photovoltaïques qui peut aller de l'autoconsommation, c'est-à-dire que ça couvre tout ou partie des besoins en énergie, jusqu'à même la réinjection sur le réseau public de la Gérama, en sachant que là, aujourd'hui, on bloque sur des questions administratives. La loi le permet, cette réinjection, mais le décret n'est pas effectif. Donc, on est un peu bloqué aujourd'hui, mais en tout cas, on pourrait être aussi des producteurs d'énergie. Donc là aussi, on travaille avec différents programmes. Et aujourd'hui, par exemple, l'Agence française de développement a développé, je pense qu'il y a une conférence aussi lors du salon, le programme SUNREF sur lequel on peut s'appuyer. Voilà les exemples et les concrétisations qu'on essaie d'avancer sur le reboisement. La deuxième thématique que je souhaitais illustrer, c'est sur le travail des enfants, pour là aussi montrer qu'on passe d'une problématique on va dire sociale qui s'apparente à du mécénat, où l'entreprise finançait de la scolarisation, mais sans plus grande envergure, à une action beaucoup plus stratégique qu'on essaye de mettre en place. Pour rappel, le travail des enfants est une véritable problématique ici à Madagascar. C'est près de la moitié des enfants de 5 à 17 ans qui sont impliqués dans le monde du travail selon les derniers chiffres l'an dernier de l'UNICEF. Ça concerne tous les enfants, mais en particulier les garçons, les enfants du milieu rural comme urbain, et sociologiquement sur les familles les plus pauvres. Et en sachant que sur les enfants déscolarisés, près de la moitié des enfants sont engagés dans le travail, dans le monde du travail. D'où l'approche liée à la scolarisation qui nous semble importante, j'y reviendrai. Il y a un travail qui s'initie, en tout cas une action qui nous paraît assez volontariste des autorités, à la fois au travers de l'application des conventions de l'OIT, la création du Comité national pour la lutte contre le travail infantile, un travail entre les partenaires sociaux ici à Madagascar, qui commence à se mettre en place, et ça nécessite après un engagement de tout à chacun, et en particulier de nos entreprises. Et pour ça, il est pour nous important que la stratégie du travail des enfants soit bien une stratégie et intègre différentes dimensions de l'entreprise, en particulier la gouvernance, c'est-à-dire que la haute direction doit être mobilisée et impulser un certain nombre de visions sur cette question-là. Bien sûr, la politique des ressources humaines, l'implication dans la communauté, dans les communautés qui nous entourent ici, la politique de RSE, mais aussi nos clients, alors qui, en particulier nous dans nos entreprises, qui sont des clients européens, des États-Unis, et qui eux-mêmes commencent à avoir des directives ou en tout cas des responsabilités particulières sur les actions qu'on mène, c'est de développer. Alors, on avait déjà une aide qui passait au travers du Rotary, qui était le soutien à la scolarisation, donc un financement d'école. Et donc là, on a un partenariat sur les classes du réseau Asama, et on a choisi de mobiliser sur des classes qui sont en proximité géographique de l'entreprise, pour bien créer ce lien avec la communauté. Donc, c'est des financements qui permettent l'achat de fournitures scolaires, de matériel, de rémunérer en partie des enseignants, de la cantine, sur des besoins vestimentaires, la visite médicale, des cadeaux pour Noël, etc., l'entretien des salles, en tout cas de créer tout cet environnement lié à un système éducatif, en tout cas de qualité. Donc ça, c'est on va dire la première brique. Et puis la deuxième brique, c'est dire, mais le travail des enfants, ça nous concerne en direct. Et c'est donc d'éviter, alors légalement,
ce qui est interdit, et donc ce qui est assez facile, on va dire, de vérifier, mais il faut qu'on mette des procédures en place, de travailler sur le recrutement, qui soit à la fois légal, ça a priori, mais bon, il faut être vigilant sur ce volet-là, équitable, c'est-à-dire que la question des discriminations peut enclencher des inégalités et faire que dans les familles, on met en place un certain nombre de dispositifs pour faire travailler les enfants. Donc, c'est l'implication aussi de nos employés dans ce travail-là. Donc, un fort impact sur la maîtrise des procédures. Un partenariat avec les centres de formation. On a vu la question de la scolarité est quelque chose d'important, et donc développer des centres de formation qui amènent des débouchés nous paraît important. Le plan de formation interne, c'est-à-dire que des gens qui montent en compétences, en sachant que nous, dans nos entreprises, en particulier les entreprises textiles, on est sur des bas niveaux de qualification, donc qui est des montées en qualification, permet aussi à des familles de sortir sur les besoins, sur des besoins sociaux de base. La politique de rémunération, supprimer en particulier la rémunération à la tâche, qui est souvent corrélée avec le développement du travail des enfants, c'est-à-dire qu'on va faire travailler le fait de devoir travailler et de ramener une pièce, par exemple, forcément, on va faire travailler toute la famille pour nous amener plus de pièces. Aussi les heures supplémentaires, l'équilibre entre la vie familiale et la vie du travail est quelque chose d'important, et un suivi de l'ensemble des familles avec le service de santé au travail qui est ouvert à la famille et à la fratrie. Et puis, donc ça, c'est en interne, et c'est un travail aussi sur toute la chaîne de nos sous-traitants ici locaux. Et en particulier, on travaille avec des ateliers, et c'est un travail d'audit qui est mené pour voir que fait le sous-traitant sur cette question-là. C'est aussi de former là aussi les gens dans les ateliers. Donc, on a mis en place un centre de formation qui est ouvert aux sous-traitants et aux ateliers. Et c'est aussi cette politique tarifaire qui va essayer de décorréler le travail à la pièce à un travail beaucoup plus qualitatif, en sachant que on a mis en place aussi une formation sur la gestion d'entreprise pour permettre que les dirigeants d'ateliers, les responsables d'ateliers montent en capacité sur la gestion d'une entreprise, l'aspect réglementaire, l'aspect de développer le business qui permet d'éviter le travail des enfants. Voilà les deux illustrations que je voulais vous présenter ce matin. Merci beaucoup, Marc, pour votre présentation sur les activités, sur l'approche du GEFP et comment vous cherchez à mutualiser vos réflexions entre les membres et mener des projets d'envergure. Et comment il y a au sein de vos membres, il y a une évolution et une transformation des actions ponctuelles vers une approche plus stratégique avec l'espoir d'avoir des impacts plus durables et significatifs. On voit avec les deux exemples que vous avez donnés avec le reboisement vers une stratégie sur l'énergie et l'aide sociale vers une stratégie contre le travail des enfants. On voit l'importance que vos activités doivent être cohérentes et doivent s'insérer, par exemple, pour le travail des enfants, doivent s'insérer dans les programmes nationaux, comme le programme national de lutte contre le travail des enfants. Et aussi intéressant de voir comment l'implication des différents départements et divisions des entreprises. Donc, ce n'est pas uniquement dans un silo, par exemple, d'un département RSE, mais le travail de la lutte contre le travail des enfants, ça implique nécessairement le département ressources humaines avec toutes les démarches et les activités que vous avez mentionnées. Et pour le problème de reboisement,
que c'est un exemple qui adresse à la fois des problèmes communautaires, mais les objectifs des entreprises. Merci beaucoup. On va procéder, je voudrais inviter Faneva Raharimanensua maintenant, qui va parler des expériences du DHL. Donc, Faneva. Merci beaucoup, Winifred. Karine, est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, l'écran? Je m'excuse à l'avance. D'accord, oui. Je m'excuse à l'avance si des fois la connexion n'est pas trop stable vu que je suis à Mourintave avec le Saïdé Aïta et Bond, justement. Donc, je me présente, je suis Faneva Raharimanensua, donc je suis en charge de tout ce qui est action sociale, enfin, je gère la responsabilité sociétale de l'entreprise pour Madagascar, mais aussi pour tout le continent africain dans 63 pays. Donc, au début, enfin, DHL, comme vous le connaissez, c'est une entreprise qui est dans le domaine de la logistique et le transport. On existe auprès de 222 pays dans le monde et chaque pays a en fait leurs propres activités avant ce qui concerne la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et depuis 12 ans, on a décidé justement de capitaliser, de regrouper en fait tous les acquis et toutes les connaissances des pays pour qu'il y ait une bonne coordination. Et d'ailleurs, ça, c'est la première stratégie de DHL. La deuxième, c'est que nous investissons vraiment sur les humains. Donc, toutes nos activités en termes de RSE sont faites volontairement par les employés de DHL et également nous, on s'investit beaucoup sur la formation humaine, sur l'éducation. Donc, actuellement, prochain slide, s'il te plaît. Donc, actuellement, DHL a 4 programmes sociaux. Donc, on a premièrement le GoTeach. Le GoTeach, en fait, c'est un programme qui aide les enfants et les jeunes à réaliser leur potentiel et plutôt à améliorer leur perspective d'emploi. En gros, notre mission, c'est d'assurer, d'améliorer l'employabilité des enfants et des jeunes. Quand on dit éducation, pour nous, ce n'est pas l'éducation de base, mais c'est possible en plus de 7 ans. Donc, pour ce projet, on a 2 partenaires principaux. Donc, on a SOS Village Enfants et on a Teach for All. Je ne vais pas parler de Teach for All vu qu'à Madagascar, ça n'existe pas, il n'y a pas encore de partenariat avec. Mais donc, on a un partenariat avec SOS Village Enfants. Il est bien de mentionner que ce programme a été inventé à Madagascar. Donc, en 2012, il y avait l'idée entre SOS Village Enfants et DHL de justement relier les employés et les jeunes de SOS via des coachings ou des conseils sur le monde professionnel. Et actuellement, ce programme existe auprès de 60 pays dans le monde. On travaille aussi avec d'autres partenaires en ce qui concerne Madagascar. On travaille avec le ministère de l'Éducation nationale et également certaines universités ou centres de formation professionnelle. Prochain slide, please. Le deuxième volet pour DHL, c'est le Go Green. Donc, c'est vrai et on le dit, on l'assume parce que c'est la vérité. Comme on est dans le transport et la logistique, on est parmi des entreprises qui sont pollueurs, je vais dire. Et donc, notre stratégie concernant la protection de l'environnement et notre objectif, c'est de réduire à 0 nos émissions liées à la logistique d'ici 2050. Dedans, il y a déjà des stratégies à l'interne et des stratégies à l'externe pour atteindre cet objectif. Plus tard, je vais encore citer les réalisations qui ont été réalisées, qui ont été faites depuis.
Mais en gros, nous souhaitons augmenter de 50% notre efficacité en carbone et exploiter 70% de nos propres services pour toutes activités. Et le plus principal, la principale mission, c'est de former les employés de DHL sur l'éco-geste, sur l'environnement en général. Et en ce qui concerne Madagascar, 100% des employés sont déjà formés et on peut les appeler spécialistes en environnement. Pour le Go Green, on n'a pas vraiment des partenaires spécifiques parce que chaque pays est différent et donc chaque pays a le droit aussi de travailler avec les entités qui correspondent à qui ont la même mission et la même vision que la nôtre. Prochain slide, s'il vous plaît. Prochain slide. Merci. Le troisième programme, c'est que nous apportons notre aide toujours dans le domaine de la logistique quand il y a donc on intervient quand il y a des catastrophes naturelles. On ne souhaite pas qu'il y ait tout le temps des catastrophes naturelles à Madagascar, mais en tout cas, DHL a donc l'expertise pour gérer l'aéroport, pour gérer la distribution des dents quand il y a ce genre de problème. Et on est en partenariat avec BNGRC et le ministère de Transport pour ce volet-là. Ce n'est pas seulement intervenir, mais on prépare aussi aux éventuelles catastrophes, donc comment réagir, etc. Et dans d'autres pays, on intervient dans la reconstruction des bâtiments qui sont détruits à cause du cyclone, par exemple, tremblement de terre. Pour Madagascar spécifiquement, on intervient dans GoHelp sur le volet santé. Et par exemple, actuellement, on travaille avec Opération Smile. Donc, c'est DHL qui assure le transport de tous les matériels nécessaires pour l'opération ou pour la distribution de la nourriture de ces enfants-là qui sont éparpillés dans tout Madagascar. Au niveau mondial, on travaille avec OCHA et PNUD. Prochain slide, s'il vous plaît. Le dernier volet, c'est GoTrade. Donc, c'est un nouveau programme qui a été créé en octobre-novembre de l'année dernière. En fait, comme son nom l'indique, ça concerne le commerce. Donc, on soutient la croissance du commerce dans le pays en développement. Et donc, en gros, c'est vraiment le soutien des entrepreneurs dans le volet e-commerce. Notre mission, c'est d'aider à éliminer ou à réduire les formalités administratives à la frontière et soutenir donc les petites et moyennes entreprises via la formation, via des conseils et également via du financement. Prochain slide, s'il vous plaît. Si on parle de chiffres et vraiment des activités, prochain slide, s'il vous plaît. À Madagascar, donc depuis l'existence de ce programme, donc en 2009, on a déjà réalisé actuellement plus de 50 activités pour les jeunes, parce qu'à Madagascar, on travaille uniquement, spécifiquement avec SOS Village Enfants et les lycéens issus des lycées publics dans tout Madagascar. Et depuis ce temps-là, donc, il y avait déjà une trentaine de jeunes de SOS Village Enfants qui ont travaillé chez DHL. Notre objectif, c'est pas qu'ils restent chez DHL, mais s'ils arrivent à trouver des opportunités qui correspondent à leur domaine d'études, à leurs expériences. Donc, ça, c'est vraiment notre souhait. Mais au moins, chez DHL, ils ont acquis des connaissances sur le monde professionnel. Ça, c'était le chiffre de l'année dernière. Il y avait 4 jeunes qui sont devenus des entrepreneurs et actuellement, on forme une cinquantaine de jeunes par région. Donc, on a défini 3 régions. On leur donne des formations sur l'entrepreneuriat et après, on va sélectionner une vingtaine de projets qu'on va financer à la fin de la formation. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, depuis 2018, donc, on a un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. On a également créé une plateforme d'entreprise qui soutient l'employabilité
l'employabilité des jeunes qui s'intitule YouthCan. Et dedans, donc, enfin, c'est une plateforme internationale, mais ça existe également localement. Donc, si on parle de Madagascar, dans cette plateforme, on a Allianz, on a bien sûr DHL, on a Tambou Radisson Group, donc qui va bientôt, et BNI, Nexta. Et donc, toutes ces entreprises, en fait, travaillent, collaborent ensemble pour assurer l'employabilité des jeunes. Prochain slide, s'il vous plaît. Pour Goteach aussi, peut-être un rajout, parce que nous, on ne veut pas s'arrêter uniquement sur, encore une fois, sur SOS Village Enfant, le ministère de l'Éducation nationale ou d'autres. Et donc, du coup, on a créé notre propre émission à la télé, donc à la TVM. Ça s'appelle Wannabe. Et le but, c'est vraiment d'éduquer et de sensibiliser sur les thèmes. Les thèmes sont très vastes. Ça peut être sur l'environnement. D'ailleurs, en ce moment, on est en mission avec USAID à Etao et Bandi pour faire une sensibilisation sur la protection de Minabé, et donc, voilà, ça peut être aussi l'entrepreneuriat et cette émission, vous pouvez la suivre donc à la TVM tous les mercredis et vendredi matin à partir de 7h30. Next slide, please. En ce qui concerne Go Green, donc déjà, on a commencé par mesurer l'air que nous polluons, enfin DHL, à Madagascar. Et à partir de cette aircasting, déjà, à notre niveau, on a changé nos matériels au bureau en termes pour que ce soit plus écolo. Donc, on utilise des produits recyclés. On plante aussi dans notre toutes les plantes ne sont pas des plantes décoratives, mais vraiment bien étudiées par chaque bureau, justement pour protéger cet environnement. Et également, au niveau global, on utilise maintenant les drones. Et à Madagascar, on commence déjà à utiliser les vélos et plus tard les motos électriques pour éviter d'utiliser tout le temps les voitures. On donne aussi des sensibilisations et des formations à l'interne et à l'externe. Donc ici, là, actuellement, on est à Mourndave pour faire cette sensibilisation sur Ménabiantmine, mais aussi planter des arbres et des arbres fruitiers et des jardins potagers auprès des lycées. On est en partenariat avec Foodwise, donc on assure le transport des repas qui sont collectés par Foodwise auprès des restaurants ou des grandes surfaces et on les distribue auprès des écoles ou des associations. Et bien évidemment, on fait des reboisements, mais comme Marc a dit tout à l'heure, ce n'est pas un reboisement juste pour prendre du selfie, mais on préfère plutôt prendre un petit terrain et assurer le suivi à long terme que vraiment de planter sur une surface plus grande et que plus tard, on ne pourra pas le suivre. Donc, pour nous, le reboisement ou la plantation, on fait le suivi mensuellement. Prochain slide, please. Pour GoHelp, donc là, j'ai déjà parlé de notre collaboration avec Opération Smile. Je ne vais pas m'étaler sur la catastrophe naturelle, mais de toute façon, on travaille avec BNGRC, le ministère de Transport, sur ce volet-là. Le GoTrade, ça vient de commencer et on fait le pilote pour le moment à Rwanda et à Madagascar à un petit niveau. Mais une fois que ces projets pilotes vont marcher, donc on va mettre ça en place sur d'autres régions. Mais notre fierté, en tout cas, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le projet Goteach qui a été implanté à Madagascar et maintenant près de 60 pays dans le monde. Ce programme a reçu pas mal de trophées au sein de DHL International, dans le groupe, mais également auprès des autres pays ou des autres organismes. Par exemple, en 2009, on était élu par
donc par la Commission européenne comme le meilleur programme social dans le monde et également par le roi d'Espagne, toujours en 2019, comme le meilleur projet social. Donc, voilà nos activités en termes de RSE. Je dis RSE parce que, encore une fois, nous, on s'engage vraiment à long terme. On valorise plus nos employés, les temps qu'ils dédient dans tout ce travail-là, parce que moi et mon collègue, on coordonne juste, mais toutes les activités sont réalisées par les employés. Et bien évidemment, on est en étroite collaboration avec les ressources humaines. Et je vais conclure mon intervention sur le fait que, ce qui fait la différence dans le rendement, c'est que ça s'explique en fait par la différence dans l'investissement. Et nous, on investit sur la formation et l'éducation parce que ce sont quelque part notre avenir. Donc, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Faneva, pour cette présentation très intéressante des activités RSE de DHL. Félicitations pour toutes les activités que vous menez. Ce que j'ai, quelques points saillants de votre présentation, c'est que comme vous avez mentionné vers la fin, que vraiment pour assurer la vision de DHL et la vie de DHL, c'est pour assurer un développement durable, il faut surtout investir dans les humains. Et c'est pourquoi DHL investit sur les jeunes dans les programmes de Go Teach, éducation, renforcement de capacité, l'employabilité et entrepreneuriat. C'était intéressant. L'évolution de DHL, vous avez dit une nouvelle stratégie depuis 12 ans. Peut-être auparavant, c'était plutôt chaque pays avait leur approche et leurs activités. Mais maintenant, vous essayez de capitaliser les expériences et les leçons de la compagnie de différents pays et encore une fois, investir dans les humains. Les 4 programmes, les 4 volets que vous avez expliqués et présentés, Go Teach, avec l'éducation vers l'employabilité, Go Green pour la protection de l'environnement et réduction des émissions, Go Help pour un appui en cas de catastrophe et des urgences, et Go Trade, le projet pilote pour les PME avec les facilités et les formalités administratives ou frontières. Quelques thèmes récurrents, j'ai entendu, c'est, vous avez mentionné dans plusieurs de vos volets l'importance de partenariat. Vous avez plusieurs partenaires, ministère de l'Éducation, les universités, BNGRC, Operation Smile. Donc, je crois que ça, c'est un thème qu'on va voir avec d'autres entreprises aussi, l'importance de travailler en partenariat avec différents groupes, les autorités, les ONG, etc. Et même Marc a soulevé ça aussi dans sa présentation aussi. L'implication des employés dans votre démarche. C'est intéressant que vous avez des employés comme volontaires dans vos initiatives. Dans vos diapositives, on ne devrait pas oublier les contributions de nos activités RSE vers les ODD, les objectifs de développement durable. Vous avez eu des petites icônes, ça c'était intéressant. Que vous adoptez une vision à long terme, que ce ne sont pas des investissements ponctuels, mais vraiment vous avez une vision à long terme et vous vous engagez avec vos partenaires à long terme. Et puis, pour plusieurs de vos activités, je trouvais intéressant que c'est vous capitalisez et vous avez une sorte d'effet de levier. Vous travaillez dans les domaines qui ont un lien avec les expertises et le domaine d'action de DHL, la logistique, le transport, par exemple avec Go Help. Donc, c'est naturel, vous avez ce réseau logistique, le réseau de camions, de transport, et c'est un lien naturel pour vous de travailler et de donner un appui à travers le programme Go Help. Donc, ça, c'était quelques
points saillants que j'ai retirés de votre présentation très intéressante. Merci beaucoup. Donc, nous voudrions… Merci infiniment, Winifred. Et nous voudrons procéder au troisième intervenant, Luc Ronsin, qui va parler de le relais Karenji à FIENAR. Donc, je donne la parole à Luc. Merci, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez confirmer que tout est OK? Oui, là, c'est bon. C'est bon, vous voyez l'écran? Oui. Ça marche. Alors, par contre, c'est pas en plein écran. OK. Donc, bonjour à tous. Je suis Luc Ronsin. J'ai créé le relais à Madagascar. Je suis aussi administrateur du relais de par le monde. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler du mécénat et des investissements socio-stratégiques. Alors, je me suis un petit peu permis d'approcher les choses de manière un peu différente, peut-être un peu philosophique, et de parler finalement de la place et de la transformation de l'entreprise dans nos sociétés. Alors pour cela, je vais commencer finalement par la fin, ou plutôt parler de la finalité des organisations. On pourrait résumer ça peut-être en évoquant la raison d'être des entreprises. La raison d'être de l'entreprise, elle est extrêmement primordiale pour comprendre finalement le sens qu'il peut y avoir dans les actions, telles que le mécénat, tels que les investissements sociaux. Et ça va être paradoxal, le relais n'est finalement dans aucune de ces actions, ni le mécénat, ni l'investissement social. Donc le relais, pour résumer, on est plutôt dans une démarche ESS, donc une démarche d'entreprise sociale et solidaire. Entreprise, par son côté, si vous voulez, entrepreneuriale, donc on est vraiment dans une démarche qui est calée sur le monde fiscal. Social, parce qu'on est issu du mouvement des… Vous m'entendez ou pas? J'ai un écho très fort dans le micro. Non, c'est bon, on vous entend très bien. Ah, pardon. OK. Donc, je disais le relais dans une démarche ESS. OK. Le relais dans une démarche ESS, donc entreprise, de par notre approche, entreprise entrepreneuriale, donc on est vraiment dans le monde de l'économie classique. Social, parce qu'on est issu des mouvements sociaux fin du 19e siècle, à savoir que chaque salarié est propriétaire d'entreprise. Et puis solidaire, parce que c'est finalement la raison d'être que j'évoquais en début de discussion, qui est l'insertion par l'activité économique et la création d'emplois durables pour des personnes en grande exclusion. Alors, on pourrait parler du relais à travers finalement le quoi. Le relais est présent en France à travers le recyclage et le réemploi textile. Nous avons donc 3000 collaborateurs. Nous sommes aussi présents au Burkina Faso. On a 4000 apiculteurs. Également présents au Sénégal à travers tout ce qui est médecine douce et médecine traditionnelle comme l'artémisia, par exemple, depuis 10 ans. Et puis à Madagascar, à travers un certain nombre d'activités que la plupart d'entre nous connaissent peut-être, comme le recyclage textile, la confection textile, les voitures Carenz, un certain nombre de projets autour du tourisme durable, comme les hôtels Mouringa à Tuléar, hôtel thermal, des projets agricoles donc qui mettent en avant l'agroécologie, la permaculture, et puis la collecte et la valorisation des déchets de FIENAR en dessous. Ça, c'est le quoi. On pourrait donc montrer un certain nombre de photos. Mais finalement, ce n'est pas forcément l'important d'aborder la présentation du relais à travers son quoi. Je voudrais l'aborder à travers autre chose, à travers le pourquoi. On pourrait aussi parler du comment. Le comment du relais, c'est finalement comment est-ce qu'on crée des parcours d'insertion pour réinsérer des personnes en grande difficulté, des personnes qui viennent de la rue, à travers un certain nombre de valeurs que l'on peut voir dans le développement durable, à travers les valeurs malgaches, à travers l'économie sociale, à travers un certain nombre de choses. Là où je voulais en venir, c'est qu'on doit toujours commencer finalement par le pourquoi. On pourrait parler par exemple que le relais, c'est mettre l'économie au service de l'homme. Mais finalement, c'est bien plus intéressant, bien plus différent, bien plus excitant que de placer l'homme dans une économie.
Par exemple, le relais n'a jamais voulu faire des voitures. Faire une papa mobile, c'est vrai que c'est un côté très intéressant, ça a beaucoup de sens, ça permet de passer un message, de montrer que les choses sont possibles avec des personnes de la rue, avec peu de moyens, pour faire des choses. Mais en fait, cela, ce n'est que le reflet de la raison d'être. Donc la raison d'être, par exemple, du relais, c'est vraiment de transformer ça par ses propres acteurs, l'entreprise, en une réponse sociétale d'un monde durable, inclusif et équitable. Et c'est là que c'est très important de voir ce pourquoi, de mettre le pourquoi au centre du comment, et le comment au centre de cette question du quoi. Alors, vous allez me dire que peut-être, c'est cool, tout ça, c'est bien de faire de la réinsertion sociale avec des personnes de la rue. Peut-être que c'est de la frime aussi, peut-être que c'est quelque chose qui… En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait. Toutes les choses sont perfectibles. Toutes les critiques sont acceptables et constructives. Mais on peut quand même se poser plusieurs questions. Et donc, j'ai essayé de me poser des questions dans cette réflexion et de voir comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin que la RSE, comment est-ce qu'on pouvait peut-être essayer de s'engager intrinsèquement, comment est-ce qu'on pouvait faire évoluer nos contradictions à travers un certain nombre d'exemples. Alors, essayer d'aller plus loin que la RSE en se posant la question de la prise de conscience de la responsabilité. Donc, être responsable, on pourrait définir ça comme prendre en considération les conséquences de ses actes et en rendre compte. Ça veut dire que comment est-ce qu'on fait pour que l'entreprise devienne une part structurelle de la société? Dans un monde, si vous voulez, qui est plus holistique, plus global, plus équilibré, plus durable, et pas finalement que l'entreprise soit un peu dans un modèle capitalistique qui peut avoir un intérêt, c'est sûr, mais qui parfois est enrobé par la solidarité. Par exemple, il est bien plus pertinent de répartir les fruits du travail dès l'origine. Au relais, on a quelques pratiques intéressantes comme la transparence au niveau des salaires. Ça veut dire qu'on va afficher les salaires tous les ans. On va aussi essayer de plafonner les salaires, donc le salaire le plus haut et au maximum 3 fois le salaire le plus bas. Donc ça, c'est vraiment se poser la question de cette cohérence, de cette prise de conscience de la responsabilité. On peut aussi se poser la question du partage de cette responsabilité pour l'avenir. On pourrait le partager donc entre les entreprises et les consommateurs. C'est bien plus intéressant de dire que dans une entreprise, finalement, les collaborateurs ne sont pas une partie opérante, mais plutôt une partie prenante des décisions. Par exemple, au relais, on a un mode de gouvernance très particulier où chaque salarié, en plus d'être propriétaire de l'entreprise, est vraiment électeur. Ça veut dire que nous sommes élus et une élection parmi les sociétaires tous les 5 ans qui permet d'avoir une gouvernance partagée. Les consommateurs, on peut se poser cette question-là aussi. Finalement, il vaut peut-être mieux produire à la source que mieux prévenir que guérir. C'est un peu l'histoire du t-shirt qui fait le tour du monde. Le t-shirt qui va être produit d'un côté, qui va être le coton en Afrique, qui va partir après en Asie pour se faire confectionner, qui va être porté en Europe avec la fast fashion, et qui après va revenir en seconde main sur l'Afrique. On peut essayer aussi de voir comment s'engager intrinsèquement, en se posant certaines questions, en particulier la motivation de cette RSE. La RSE, on peut l'avoir à travers 3 axes. Un premier axe qui est l'axe marketing, et celui-là, il est clairement à éviter, hein. C'est ce qui amène à des dérives de social washing ou de greenwashing. On peut l'avoir à travers un axe purement de la législation, ça veut dire c'est un cadre légal qui va obliger l'entreprise à mettre en place une politique RSE. Et ça peut amener à beaucoup de dérives. Par exemple, les groupes automobiles qui auraient des politiques décarbonées et qui, en contrepartie, derrière, bidouilleraient toute la partie logicielle par rapport au diesel. Donc, c'est vraiment une incohérence, ça amène à des dérives. Et puis, on peut voir ça à travers un axe d'engagement, et c'est là qu'il faut regarder le sujet, sauf que l'engagement, il doit vraiment être global. Voilà, donc il faut vraiment s'interroger honnêtement là-dessus. Être pleinement engagé, plutôt que derrière avoir à compenser des choses. Une anecdote, par exemple, sur nos hôtels, donc nous, on a été audités par des consultants en développement durable, et les choses qu'ils ont simplement demandé, c'est, eh bien, voilà, vous avez des actions avec les communautés locales, vous ramenez les piles en Europe,
Ils ne se sont même pas intéressés finalement à la base. Par exemple, est-ce qu'on a une fiscalité propre? Est-ce qu'on déclare nos salariés? Voilà. Donc l'engagement RSE, il doit être vraiment global. On peut aussi se poser la question finalement d'inscrire tout ça dans son quotidien. Dire ou faire. Il y a des personnes qui ont tendance à parler, puis d'autres personnes qui ont tendance à faire. Donc c'est vachement important eh bien, de voir dans son quotidien comment est-ce que concrètement on avance. Par exemple, le relais, nous, on a inscrit ça dans notre statut. On a créé ce qu'on appelle une EBS, une entreprise à but socio-économique. Et donc, il y a des grands groupes qui existent aujourd'hui qui créent aussi des missions au niveau de leur statut social. Donc, on peut vraiment inscrire dans son quotidien ce qu'on souhaite faire. Par exemple, l'année dernière, en 2020, il y avait beaucoup de visibilité autour du Covid. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait de la communication, qui ont dit on a distribué 3 sacs de riz par-ci, 3 masques par-là. Le relais n'était pas dans cette dynamique-là. On s'est posé la question de agir plutôt que de communiquer. Donc, on a été avec quelques amis en Europe collecter de l'argent, on a collecté 130 000 € et avec ça, on a pu créer pendant 4 mois 350 emplois de couturiers. On a fait 850 000 masques lavables qu'on a distribués gratuitement à Madagascar. Donc, on a vraiment essayé d'agir localement et d'impacter localement avec en étant partie prenante des choses, à partir de notre raison d'être. On peut essayer de faire évoluer ces contradictions également. Alors, c'est sûr que ça pose un certain nombre de questions. Ça pose la question, par exemple, de la mise en œuvre d'un plan réfléchi et global. Alors, si on ne sait pas aborder forcément le sujet, on peut faire un état des lieux simplement. On a parlé des ODD, donc il y a des grilles de pratique, on peut se baser là-dessus. Donc, par exemple, le relais, nous, on a été dans les 17 objectifs, chercher où est-ce qu'on pouvait s'inscrire. Ce qui est important, c'est d'aborder tous les sujets, vraiment, et de prendre des avis extérieurs, d'accepter son niveau de connaissance et d'incompréhension. Ça permet de bâtir vraiment le projet entreprise qui permet d'être la raison d'être, de les baser sur les valeurs et de pouvoir avancer en transparence. Il faut toujours être transparent sur les réalités parce que le mécénat ou les investissements sociaux parfois peuvent finalement avoir des impacts qui ne sont pas ceux escomptés. C'est un peu le coût, par exemple, des laboratoires pharmaceutiques. On peut voir des impacts positifs tels que les gens sont soignés, mais finalement, est-ce que l'impact derrière n'est pas la mauvaise répartition d'un certain nombre de richesses? C'est des questions qu'on peut se poser légitimement. On peut aussi, comme exemple, on peut aussi se poser la question du suivi de cette mesure, de cet engagement collectif. Ce qui est important, c'est de se dire que tout le monde est responsable. Ce n'est pas forcément un responsable RSE. Et cette conscience collective-là, elle est vraiment à éveiller, pas simplement éduquer, elle doit vraiment être éveillée pour que chacun soit partie prenante du changement de ce quotidien-là. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, on peut prendre la différenciation entre le coût et le prix des choses. Le coût de l'obsolescence programmée et le prix d'une télévision bon marché, c'est quand même deux choses qui sont à dissocier. Donc là, c'est important vraiment de voir où est-ce qu'on peut agir. Alors, c'est vrai que c'était peut-être un peu philosophique, cette réflexion. Pour conclure, je voulais juste parler d'un mot, donc reprendre la phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde », puisqu'en fait, si l'entreprise n'est pas une part de la solution, ou si nous ne sommes pas une part de la solution, malheureusement, on est parfois une part du problème. Et donc, je pense qu'on va être partie prenante et réfléchir à nos actions. Et le mécénat et les investissements sociaux doivent s'inscrire là-dedans et parfois aller plus loin que ça et peut-être aller dans des dimensions d'entreprise engagée, d'entreprise sociale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Luc. Encore une fois, notre présentation très intéressante et vous avez soulevé beaucoup de questions, beaucoup de points très importants qui c'est une bonne façon de terminer nos présentations parce que ça peut nous aider dans la discussion avec le groupe. C'était intéressant d'apprendre notre approche, l'approche de le relais.
que c'est ni mécénat ni investissement communautaire, mais comme vous avez mentionné, c'est une démarche ESS, économie sociale et solidaire, et que c'est votre approche est au-delà de la RSE et que c'est un engagement intrinsèque à l'entreprise. Je trouve des points comme comment on peut aller, le thème de cette conférence était comment évoluer du mécénat vers les investissements communautaires, mais vous posez la question même plus loin que le RSE. Comment est-ce qu'on peut prendre en considération les conséquences de nos actions et être redevable? Ça, c'est un élément important d'un vrai développement durable, une vraie responsabilité. Question d'équité et partage de responsabilité à l'avenir. La vraie motivation pour la RSE, de nous questionner honnêtement. Et l'idée d'un engagement global et holistique, que ça soit quelque chose dans le quotidien. En bateau-vie, par exemple, on parle, ça me fait rappeler, en bateau-vie, on dit que sustainability est l'affaire de tous. Et comme vous avez mentionné, nous aussi, nous disons que bien que nous avons un département sustainability, une division de développement durable, on dit que c'est la responsabilité de tout le monde. Et ce n'est pas une seule division, ce n'est pas une seule équipe, mais c'est la responsabilité de chaque département d'avoir cette mentalité, cette mindset pour que ce soit une culture de l'entreprise et que ça fait partie de notre planning et de nos prises de décision. Et voilà, donc encore une fois, merci pour... moi, j'ai appris que les différents domaines que Relais Madagascar a fait ici, le recyclage textile, le tourisme durable, les fabrications auto. Karenchi, ça, vous êtes surtout connu pour ça, et la gestion des déchets. Donc, encore une fois, merci pour cette présentation intéressante qui soulève beaucoup de points très pertinents et importants pour notre discussion aujourd'hui. Je voudrais inviter, avant d'ouvrir, je vous invite tout le monde de mettre, si vous avez des questions, des commentaires. Je vois quelques-uns déjà dans le chat, mais j'invite les participants d'ajouter, de mettre vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Ça sera bien apprécié. Mais avant d'ouvrir ça aux autres, je voudrais inviter André Rakatumanjaka de SMS Consulting. André, si vous avez des commentaires ou des remarques par rapport à nos 3 présentations, je vous donne la parole, André. Ok, merci Wilfried. En tout cas, je remercie tous les participants parce qu'ils ont vraiment démontré ce que c'est vraiment l'engagement et vraiment ce qui est RSE. Et justement, comme je suis formateur dans tout ce qui est normalisation, donc peut-être que je vais conclure sur ça, qu'en fait, il y a toutes ces initiatives et cette marche, en fait, c'est déjà défini dans les normes. Donc, je vais revenir un peu sur vraiment la définition de la RSE selon la norme ISO 26000, par exemple, qui capitule tout ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, qu'il faut commencer par regarder déjà la responsabilité de l'entreprise par rapport à la communauté et à la société et à l'environnement. Donc, le cas de DHL, par exemple, c'est très bien parce qu'ils ont commencé par un diagnostic vraiment de leur impact environnemental. Ils ont essayé de voir vraiment chiffrer. Et c'est à partir de cela qu'ils ont vraiment planifié qu'est-ce qu'il faut vraiment faire et mener des actions concrètes donc, dans ce sens. Deuxième chose, donc, c'est que il y a une vision aussi sur la définition comme quoi il faut respecter la loi en vigueur tout en étant donc en cohérence avec les normes internationales.
On a parlé tout à l'heure de tout ce qui est, par exemple, le travail des enfants. Bien sûr que le travail des enfants, euh, donc ça fait partie des droits humains. Euh, et nous, on a déjà des lois ici à Madagascar. Donc, quand on veut faire de la RSE, donc il faut commencer par ce qui est défini déjà par la loi et commencer par là. Et comme Luc a mentionné tout à l'heure, aller au-delà de la loi. Donc, c'est ça vraiment la RSE également. Ce qui est très intéressant aussi par rapport à ce qu'ils ont évoqué, c'est qu'il y a cette dynamique de groupe, cette synergie qui essaie de travailler avec tout le monde, que ce soit en amont, que ce soit en aval, ou pendant même les actions, c'est-à-dire l'implication vraiment du personnel. En amont, donc, c'est essayer d'intégrer tout ce qui est population défavorisée, cette inclusivité. Donc, on essaie vraiment de travailler avec tous ces gens. Il y a tout ce qui est partenariat avec les entités publiques et privées. Donc, c'est vraiment ça la dynamique au niveau de la RSE. Ce n'est pas seulement l'entreprise qui fait ces petites actions tout seul, mais vraiment toute cette synergie et l'engagement de toutes les parties prenantes. Et, et enfin, ce que je voulais vraiment insister aussi, c'est cette partie, comme Luc a dit tout à l'heure, pour qu'il n'y a pas de dérive, en fait, il faut commencer par le pourquoi. Pourquoi on le fait? Parce que, par exemple, il y a des entreprises qui nous contactent. La plupart du temps, ils s'alignent sur ça parce qu'ils sont contraints par rapport à leurs clients, que ce sont des exigences clients, que ce sont des exigences au niveau des bailleurs, que ce sont des exigences au niveau de l'État malgache. Mais rares sont les personnes qui sont vraiment convaincues et qui assimilent ça à des valeurs. Donc, pour ne pas aller dans les dérives, justement, c'est qu'il faut aller dans tout ce qui est comportement éthique et vraiment transparente dans cette démarche. Et c'est ça, en fait, qui résume un peu ce qu'ils ont dit, hein. Nous, on est là, donc, justement, pour aider les entreprises à avoir cette vision un peu stratégique. Il faut commencer par le contexte, le diagnostic. C'est quoi nos impacts? Et puis, c'est à partir de là qu'on peut vraiment planifier quelque chose et voir qui peuvent contribuer à tout cela. Et ce qui était très intéressant également, c'est que la différence entre le mécénat et vraiment les stratégies RSE, c'est que il faut avoir des indicateurs et il faut avoir des suivis et que ce soit vraiment durable. Et c'est là où on sollicite vraiment les entreprises donc, dans ce sens. Je vais donner quelques exemples de ce qu'on voit hein, donc à travers les entreprises. En fait, j'ai parlé un peu de la différence entre mécénat et RSE là, mais ben, pour vraiment les initiés, donc pour faire la différence, en fait, ce qu'on voit à Madagascar, par exemple, c'est que on fait, les autres entreprises font de la philanthropie, mais avec des fuites fiscales. Donc, il y a une contradiction. C'est pour ça que ils ont dit tout à l'heure qu'il faut vraiment avoir cette globalité, qu'il faut traiter tous les aspects, mais pas seulement un aspect de la responsabilité sociétale. Ben, on voit également donc des dons par-ci par-là, offrir des dons aux sinistrés, mais mal payer ses employés. On a vu beaucoup d'entreprises dans ce sens également. Euh, et des cas comme là, par exemple, par rapport à la corruption, on essaie d'investir dans les infrastructures, mais en déposant donc les autres par la corruption. Donc, c'est un tout, hein. C'est le changement, comme il a dit, ça commence par soi-même. Il faut des engagements personnels pour pouvoir le transmettre donc, au niveau de l'entreprise. Et c'est ça qu'on a vu vraiment que finalement, cette partie RSE, c'est la conscience de tous, mais ça dépend vraiment de l'engagement, du leadership, du top management qui va insuffler donc tout ça au niveau de l'ensemble de l'entreprise et qui va impacter même au-delà de l'entreprise, au niveau de la communauté et vraiment au-delà de tout cela.
Donc, pour nous, donc, la RSE, ce n'est pas faire du bien avec de l'argent gagné, hein, mais c'est vraiment donc de gagner de l'argent de la bonne manière. C'est la partie vraiment éthique donc, dans la RSE. Je termine par une réflexion, hein, donc, par rapport à ce qui se passe à Madagascar. Hum, Moi, personnellement, je ne dénigre pas le mécénat parce que je crois personnellement qu'on en a besoin. La plupart des personnes à Madagascar se trouvent encore dans les cercles de pauvreté. Donc, vraiment, on a besoin de toute aide. Après, c'est vrai que la RSE, même si on parle de la RSE, qu'il y a vraiment un impact par rapport à l'entreprise, je me dis qu'il y a des thématiques qui ne sont, qui ne seront jamais traitées si on va lier tout à l'entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, la précarité au niveau des prisons. Là, c'est un grand débat au niveau de Madagascar, par exemple. Et on sait très bien qu'il y a des ONG, il y a l'État qui font quelque chose, mais quelque part, est-ce que si on a de l'argent pour investir quelque part, ce sera peut-être bien aussi de participer à ça. Donc, j'ouvre un peu le débat, hein. Je suis je forme les entreprises sous la RSE, mais quelque part aussi, je me dis que le mécénat, sans aller trop dans tout ce qui est social washing et greenwashing, cette responsabilité de tout le monde, donc par rapport à la situation vraiment de Madagascar, où est-ce que l'entreprise, toutes les organisations donc, peuvent participer donc, à l'atteinte des ODD pour Madagascar. Merci. Merci, Angie, pour ces commentaires qui récapitulent très bien et qui servent comme complément aux trois présentations et vos réflexions, vos questions de réflexion sur le RSE versus mécénat, de ne pas dénigrer le mécénat et que le mécénat a un rôle à jouer. Je voudrais inviter d'abord, je vois qu'on est à 12h26. Karine, on a jusqu'à quelle heure? On a commencé quelques minutes en retard. On va continuer jusqu'à quelle heure? Je pense que nous pouvons dépasser jusqu'à 12h35 ou 12h40 maximum. OK, merci. Donc, je voudrais inviter les trois intervenants. Est-ce que vous avez, si vous voulez rebondir sur les autres présentations, sur vos pairs, sur le panel, ou bien sur ce que Angie vient de mentionner? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Sinon, si vous voulez faire des commentaires aux trois intervenants, comme c'est un échange entre les participants. Luc, Eva ou Marc? Merci Winfred. En tout cas, merci et bravo aussi à Luc et à Marc pour la présentation. Peut-être juste 2 points de ma part. Premièrement, nous, on est ouvert à toute collaboration et encore une fois, je dis, si on veut aller plus loin, on travaille ensemble et si on veut aller plus vite, c'est là où on travaille seul. Et donc, ça dépend de nous tous si on veut aller plus loin. Donc, ma remarque, c'est plutôt de promouvoir cette collaboration. Et deuxième point, par rapport à ce que Angie a dit tout à l'heure, le deuxième volet sur les enfants ou les jeunes qui sont dans le prison ou aussi les femmes, on est en train d'y réfléchir là-dessus et vous verrez plus tard les activités à réaliser ensemble. Merci beaucoup. Luc ou Marc, est-ce que vous avez des choses que vous voulez contribuer? Merci, Vanessa. Non, moi j'insisterai, mais comme les autres intervenants l'ont fait, sur l'importance de marquer
d'embarquer un maximum de personnes à la fois dans nos entreprises sur ces dynamiques. Donc de ne pas faire que ça soit effectivement qu'un département RSE qui soit conscient des enjeux et de la vision. Donc le top management puisse le porter, comme l'opérateur de base puisse y participer. Et c'est un vrai challenge, je pense, dans nos organisations qui sont souvent, et je parle dans l'industrie ici à Madagascar, qui sont souvent assez pyramidales, assez dans des dynamiques directives. Donc c'est aussi des pratiques de management qui sont en œuvre. Et puis après, c'est le partenariat, les partenariats avec l'ensemble, un maximum d'acteurs, de parties prenantes, parce qu'effectivement, comme le souligne Fanev, la plupart des enjeux portés dans le cadre de la RSE, et on fait référence aux EDD, sont des enjeux qui nécessitent une mobilisation à la fois pluridisciplinaire, mais aussi de multiples acteurs. Et donc, c'est des compétences qu'il nous faut acquérir, d'arriver à animer ces réseaux, à animer des dynamiques interacteurs, donc des compétences que aussi nos entreprises doivent se saisir. Merci, Marc. Luc, d'autres commentaires de votre part? Je dirais qu'il ne faut pas trop se casser la tête, en fait. Ce qu'il faut, c'est être honnête avec soi-même et puis avancer. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses, d'être clair dans sa tête autour des valeurs et de voir les choses de manière assez globale et holistique, parce que mine de rien, parfois on pense avoir un impact ou une empreinte d'un côté sans imaginer que ça peut faire l'effet papillon de l'autre côté. Donc c'est vraiment important de voir les choses dans la globalité et d'être très transparent par rapport à pourquoi on fait les choses. C'est un peu ce que j'ai voulu présenter d'ailleurs. OK, merci. Je vois qu'il y a, avec les quelques minutes que nous avons, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je vois, il y a une question pour moi. Je commence, si vous voulez. Je vois une question pour Marc. Cette démarche du mécénat d'entreprise du GEFP à Madagascar est-elle une démarche définie par le gouvernement malgache ou une propre initiative du GEFP? J'imagine les deux que vous avez mentionnés de l'énergie et le travail des enfants. Existe-t-il une démarche commune de mécénat à Madagascar? Oui, après, il y a des questions pour Luc. Donc, Marc? Donc moi, ce que j'ai présenté, ce n'est pas une démarche de mécénat. On n'est pas dans ce qu'on appelle le mécénat. On pourra y revenir. On est dans une politique beaucoup plus de stratégie, de responsabilité, à la fois sur des volets sociaux, sur des volets environnementaux. Alors, le gouvernement malgache a commencé à travailler, à lancer. Aujourd'hui, il n'existe pas de cadre en matière RSE ici à Madagascar. Alors, il existe, on va dire, des embryons de choses, en particulier dans les industries qui nécessitent des investissements sur le volet environnemental. Il y a un décret qui s'appelle le décret Messier, qui donne déjà un certain nombre de cadres réglementaires, mais qui est centré principalement sur des questions environnementales. Et encore, comme il date un peu, il ne couvre pas l'ensemble aujourd'hui des champs en matière environnementale. Donc la démarche qu'on a entreprise, c'est une démarche volontariste, d'où le travail aussi sur nos indicateurs, sur quels indicateurs on veut faire progresser. Et le gouvernement, donc malgache, je pense en lien avec l'USAID, a lancé la volonté de mettre en œuvre une politique RSE à Madagascar. Donc le travail est en cours. Je pense que c'est l'EDBM qui est chef de file
et ils sont en train de choisir la consultance. Et donc, ça devrait aboutir à un cadre, donc selon la volonté de la ministre, qui se veut aujourd'hui un cadre incitatif et qui pourrait, dans quelques années, aboutir à un cadre réglementaire plus coercitif, avec des incitations, mais aussi avec des obligations. Donc voilà, le travail, en tout cas sur la responsabilité sociétale des entreprises, est enclenché au niveau gouvernemental. Donc voilà. Après, sur les démarches de mécénat, là, j'ai aucune visibilité sur l'encadrement légal de ce volet-là. Et sur des démarches communes en matière de RSE, je pense que toutes les initiatives là, qui sont à la fois mises en valeur dans le cadre du salon RSE et les acteurs qui créent des démarches, il y a des volontés de regrouper les acteurs pour permettre effectivement d'avancer sur ces sujets-là, commencent à émerger, à la fois en mobilisant les centres de formation, des entreprises, des consultants. Il y a des choses qui commencent en tout cas, on sent que ça commence à bouger sur cet aspect-là, en sachant que pour l'instant, voilà, on est, je pense, aux premières étapes de la formalisation. OK, merci Marc. Je vois quelques questions pour Luc concernant le relais. Luc, si vous voulez prendre la parole, pourquoi le relais n'est pas présent au Mali? Et puis peut-être la question plus large, comment est-ce que vous choisissez les pays où vous êtes? Vous êtes à Burkina, Sénégal, France, Portugal, Madagascar. Pourquoi? Comment est-ce que vous avez choisi? Ça, c'est peut-être la question aussi derrière. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire par aller plus loin que le RSE? Est-ce que vous pouvez expliquer en donnant quelques exemples? Sur le choix des pays, je ne pense pas que ce soit une question qui est très importante. On a été dans ces différents pays, Burkina, Sénégal et Madagascar, plutôt par opportunité ou par occasion de s'y installer. Je vais plutôt répondre à la deuxième question sur les activités. Et je vais prendre l'exemple d'une nouvelle activité qu'on est en train de monter, puisque tout à l'heure a été évoqué le monde carcéral, la prison. Donc nous, on a été sollicités récemment pour travailler pendant 4 années sur la prison de Fianarantsoa et la prison d'Ambouchtre, qui sont donc des contextes assez particuliers. Vous pouvez imaginer dans des conditions de vie inhumaines et dans des conditions de travail aussi extrêmement difficiles. Et donc, plutôt que de se dire, on va aller, entre guillemets, distribuer des repas, on va distribuer des couvertures, on va distribuer des savons de manière purement sociale, on a essayé de revoir complètement le schéma, de changer complètement d'approche et de paradigme, et de se dire qu'en fait, si les détenus étaient, entre guillemets, en carence nutritive, et ce qu'il fallait apporter, c'est une solution qui vienne d'eux-mêmes. Et donc, en fait, on est en train de monter des ateliers en prison, qui seraient des ateliers productifs, qui permettraient à la fois aux détenus de pouvoir travailler, donc avec un côté réinsertion sociale, apprendre un travail, cultiver la terre, par exemple, donc de produire pour apprendre et produire aussi pour avoir un produit et répondre à une problématique de nutrition. Tout ça dans un modèle économique qui s'auto-alimente, parce qu'il ne faut aussi pas oublier, c'est que la seule manière de voir les choses durables, c'est l'approche économique, et que si on n'a pas derrière un business model n'est pas un gros mot, c'est un outil au service de quelque chose. Donc, s'il n'y a pas derrière une dimension économique qui permet de faire perdurer les choses, eh bien, malheureusement, ça tombe et ça ne perdure pas. Donc, l'exemple carcéral, c'est de se dire que plutôt que de donner quelque chose sans réfléchir, eh bien, on va mettre en place des ateliers de production en prison qui vont permettre à la fois aux gens de se réinsérer, d'apprendre, et à la fois de répondre à une problématique de nutrition. Donc, voilà un exemple, par exemple, de ce qu'on est en train de mettre en place les années qui viennent. OK, merci beaucoup. Et puis, je crois que une autre question, c'est pour Faneva, peut-être, je crois. C'est de l'Alasoua de groupe Bassan. Je souhaiterais avoir plus d'informations concernant les plateformes YouthCan et YouthLinks. Est-ce que c'est Faneva, vous pouvez élaborer un petit peu sur ça? Oui, merci Winifred, pardon. En fait, YouthCan, donc c'est la plateforme d'entreprise
Comment ça fonctionne? En fait, bien évidemment, il faut être membre comme toute la plateforme. Pour le moment, enfin, c'était DHL qui a eu l'idée de créer cette plateforme, mais vu qu'on est une entreprise privée, on ne peut pas gérer le projet social en notre nom. Et du coup, on a délégué à SOS Village Enfants pour la gestion de cette plateforme, vu que c'est un partenariat mondial. Par contre, les bénéficiaires des activités ne sont pas forcément les jeunes de SOS Village Enfants. Là, par exemple, il y a Sésame et puis Association Asmae ou autres qui sont dans la plateforme. Donc, il y a des frais de cotisation que les entreprises allouent dans la plateforme. Ce n'est pas pour budget de fonctionnement ou autre, mais c'est, par exemple, organiser des activités conjointes, des formations conjointes. Par exemple, là, les membres de la plateforme se sont réunis et se sont associés pour postuler pour une demande de formation auprès de FMFP pour renforcer en fait les capacités des employés sur comment coacher et comment être mentor des enfants et des jeunes vulnérables. Donc, on a demandé des formations sur la psychologie, sur la communication sociale, etc. Donc, ce n'est pas uniquement pour nos bénéficiaires, mais également pour les employés. Ou, à titre d'exemple aussi, par exemple, Sésame, ils organisent des forums des métiers. Avant, SOS Village Enfants a aussi organisé des forums des métiers. Et pourquoi créer des différentes activités si on a les mêmes objectifs? Et donc, dans la plateforme, encore une fois, on sensibilise la collaboration entre les différentes entreprises ou les différentes associations. Donc, ça, c'est pour UFCAN et j'ai demandé à Lalassou si elle peut m'envoyer son adresse email et je vous enverrai également la présentation en détail sur la plateforme UFCAN. La plateforme YouthLinks, c'est exactement ce qu'on fait avec UFCAN, c'est coacher les jeunes, sauf que tout se fait en ligne. Et donc, DHL a équipé SOS Village Enfants et aussi certains EPP et lycées avec le ministère de l'Éducation nationale des matériels informatiques, des ordinateurs, tablettes et de connexion Internet. Comme ça, ces jeunes-là peuvent être coachés. Par exemple, nous, DHL, on est basé à Tana, mais on ne peut pas venir à Tuléar ou les jeunes de Tuléar ne peuvent pas venir à Madagascar, donc à Tana plutôt. Donc ça brise déjà la barrière géographique, mais ça peut également briser la barrière de langage parce que, par exemple, il y a des jeunes à Madagascar qui sont coachés par des employés de DHL ou d'Allianz en Allemagne, où moi, par exemple, je coach des jeunes en Haïti. Et donc, tous les conseils, tous les coachings, tout l'accompagnement se font en ligne. Donc, c'est exactement ce qu'on fait dans UFCAN, mais YouthLink, c'est plutôt via en ligne. Et éventuellement, on peut collaborer avec groupe Basson, et si vous pouvez m'envoyer un email par rapport à ça. Merci beaucoup. Ok, je crois qu'on arrive à la fin de notre session. Je vois une dernière question là, peut-être c'est pour tout le monde. Si peut-être Karine peut nous dire comment si nos présentateurs ou les membres du panel et de la session, si les participants voudraient contacter, est-ce que c'est à travers les organisateurs ou si même j'invite les gens, Luc, Marc et Faneva, si vous voulez mettre dans le chat vos coordonnées, comme ça, si les gens voudraient vous contacter. OK, et voilà. Donc, si Faneva, Luc, Marc, on peut mettre et moi-même, on peut mettre André, on peut mettre nos coordonnées dans le chat si les gens voudraient nous contacter, si vous souhaitez. Pour clôturer donc cette session, je voudrais encore une fois remercier les organisateurs. C'était très bien et très professionnellement organisé. Je remercie également nos 3 panélistes, Marc, Faneva et Luc, pour vos présentations très riches, intéressantes et pertinentes pour les objectifs de cette session. Vous avez soulevé, vous nous avez partagé
vos expériences, les leçons apprises, soulever des questions importantes. André aussi, merci pour vos commentaires complémentaires et qui évoquent aussi d'autres questions, d'autres réflexions. Je crois que toute cette session a été enregistrée et je crois aussi que les PowerPoints seront disponibles sur le site web du salon si les gens voudraient, n'est-ce pas Karine, je crois. Et voilà, c'est tout. Je mettrai aussi mes coordonnées ici. Je voudrais aussi remercier tous les participants, tout le monde qui est présent avec nous. Je vois qu'il y avait, à un certain moment, il y avait plus de presque 80 personnes dans le groupe. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Félicitations aux panélistes pour votre travail et pour vos efforts. Et je vous souhaite tous une bonne fin de salon et un bon appétit. Merci Winifred et merci à tous nos participants. Merci à tous nos intervenants. Merci à Ange qui nous a rejoints et merci pour la qualité de toutes ces interventions. Nous vous remercions pour toute l'organisation aussi de cette semaine et je remets juste le lien vers la plateforme du salon dans la chat box. Les vidéos de chaque conférence seront mis en replay à partir de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Et à très vite pour la suite des conférences. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.